Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Philippe David. Avec Loc Plus et Apex Location, construisez votre avenir dans un groupe performant. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Et on est ravis de vous retrouver comme tous les mardis, les vraies voix de l'emploi avec Philippe David. Comment ça va Philippe David ? Ça va très bien. Et puis là, on va naviguer dans des eaux magnifiques pendant cette heure d'émission. Oui, et on n'est pas seul avec Nicolas Leroy qui est avec nous, DRH de Fiducial et de Ficoba. Bonjour, comment ça va ? Bonjour Cécile, ça va ? Vous êtes comme en tous les forme ? mardis. Comme tous les mardis. Vous êtes au taquet, ça tombe bien. Allez, le sommaire de cette émission, la Marine nationale, 4 siècles d'histoire. La Marine nationale, avec plus de 400 ans d'histoire, est une institution clé de la défense et de la protection de la France. Depuis ses débuts au XVIIe siècle, elle a évolué pour devenir une force moderne opérant sur toutes les mers et les océans du globe, Philippe. 365 jours par an et 24 heures sur 24, la Marine nationale assure la sécurité et la protection de l'espace maritime français. 39 000 marins accomplissent chaque jour des missions de renseignement, de prévention, d'intervention, de protection et de dissuasion. Des hommes et des femmes unis dans l'action, déterminés à préserver la paix et défendre les intérêts de la France dans le monde. Et on vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Alors, elles et ils sont nombreux autour de la table. Capitaine de vaisseau Makara Houk, commandant, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service de recrutement de la Marine. Le lieutenant de vaisseau Étienne Baggio, bonsoir, merci d'être avec nous, capitaine, chef du bureau marketing de recrutement. Et lieutenant vaisseau Laura Bauchet qui est avec nous. Capitaine, bonjour, adjointe au bureau du recrutement non officier. Et l'aspirant Camille Delécluse, lieutenant, bonsoir. Vous êtes adjointe au recrutement non officier, secteur Île-de-France, centre Val-de-Loire, et on vous remercie d'être avec nous. Alors, pour comprendre déjà la marine, forcément, on a envie d'en connaître, d'en savoir un petit peu plus. D'abord sur les chiffres. La marine, ça représente quoi ? C'est 4 grands environnements aujourd'hui de métier. Vous l'avez rappelé, la marine, c'est au total 39 000 marins d'actifs, plus 3 000 civils et 5 000 réservistes qui défendent les intérêts de la France sur tous les océans du globe et qui donc sont répartis essentiellement au sein de 4 forces. Les forces de surface qui comptent un peu plus de 10 000 personnes, les forces de l'aéronautique navale qui comptent 4 500 personnes et puis les forces sous-marines qui sont à plus de 2 600 personnes. Et les forces, donc ça s'appelle la Force Fusco, donc les fusiliers et les commandos, qui compte environ 1500 personnes et ces marins ont des missions extrêmement variées au service de la France. Alors pour qu'on comprenne bien, les bâtiments de surface, ce sont forcément des porte-avions ou des bateaux. Alors les porte-avions, on n'en a qu'un pour l'instant. Ouais. Voilà, bientôt. On en veut bien J'ai plus, une info que vous n'avez pas. Je vous le dis tout de suite. Mais ce sont c'est de toutes les frégates qui d'abord accompagnent le porte-avions, mais pas que, qui font plein d'autres missions. Mais ce sont également tous les bâtiments de ravitaillement, de soutien et tous les patrouilleurs qui sont en métropole ou en outre-mer pour pouvoir veiller sur les eaux sous souveraineté française. Quand on voit l'armée de terre qu'on a reçue il y a quelques temps ici, c'est surtout des bases, on va dire en France. La marine nationale, elle est un peu sur les 5 continents, même toujours sur les 5 continents avec les bateaux qui naviguent. Alors forcément, et les sous-marins dont on ne sait pas où ils sont, ça c'est un principe. Exactement, quand on est une marine avec une ambition mondiale, puisqu'on est la première marine d'Europe, et puis on est une marine avec un spectre de missions extrêmement large et tout le spectre des moyens, pour être présent dans le monde entier, il faut également avoir des bases de soutien dans le monde entier. Et donc, dans ce cadre, les Outre-mer jouent un rôle extrêmement important, puisque nous avons des bases à peu près partout pour pouvoir appuyer ces déploiements. Alors Nicolas Leroy, ces métiers sont atypiques, c'est pour ça qu'on s'y intéresse aussi beaucoup, puisqu'on a l'impression de voir toujours les mêmes métiers revenir en force. Et là, on est vraiment dans le savoir-être, ce qu'on aime beaucoup. Alors justement, là, on a la chance de recevoir une institution majeure de notre défense. Alors moi, je parle en tant que professionnel du recrutement, je vois qu'on a beaucoup de difficultés, nous, à attirer, à créer des vocations dans des métiers peut-être un peu moins glamour que les vôtres. Vous proposez des carrières passionnantes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des vocations qui viennent spontanément à vous, en tout cas des candidats ou est-ce qu'au contraire vous subissez les mêmes difficultés que nous avons dans le recrutement, on va dire, plus traditionnel ?
Alors les difficultés touchent tous les secteurs économiques, donc oui évidemment il faut se battre. Il faut se battre d'abord pour la marine, pour se faire connaître, parce qu'on a parlé des bases. La marine elle est naturellement présente dans ses bases, mais elle n'est pas présente sur l'ensemble du territoire. Vous parliez. C'est sûr que la marine à Clermont-Ferrand c'est un peu compliqué. C'est ce dont vous avez parlé avec Hubert de Quévecourt, mais c'est voilà. Non, c'est vrai qu'on n'est pas partout. Et donc il y a une première bataille qui est de se rendre visible et aussi de se rendre accessible, faire que notre offre soit connue. La marine elle recrute plus de 4000 personnes par an. C'est quasiment 10% de ses effectifs, parce qu'elle a un impératif de jeunesse, parce que rentrer dans la marine, c'est monter en compétences, en grade et en responsabilité en même temps. Donc on avance toujours. Mais vous, commandant, pardon, juste, vous, commandant, votre histoire à vous, c'est quoi? Vous êtes rentré dans la marine comment? Est-ce que c'est familial? Est-ce que pas du tout. Alors, c'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai aucune famille dans la marine. Je suis rentré en 1993 par le concours de l'école navale, parce que j'avais envie d'abord de voyager, de servir mon pays dans un environnement, on va dire géostratégique, c'est-à-dire un environnement que j'allais comprendre, voyager, rencontrer d'autres cultures, et ça m'a vraiment attiré. Donc moi j'ai plus de 30 ans de carrière maintenant. J'ai fait plein de choses. J'ai passé plus de 17 ans sur des unités opérationnelles et j'ai jamais regretté mon choix. Et vous, de quel âge à quel âge peut-on intégrer la marine nationale? Alors on peut rentrer de 16 à 30 ans pour la plupart des filières. Trop tard, Philippe David. Non, parce que on a aussi la réserve opérationnelle. Non, mais même sans parler de la réserve opérationnelle, on a aussi, par exemple, une dizaine de postes de commissionnés tous les ans. Ce sont des spécialistes que nous recrutons parce que nous ne sommes pas capables de générer cette compétence. Et par exemple, l'un de nos collaborateurs et amis, à Étienne et à moi, qui travaille dans le service marketing, c'est un ancien de la publicité, voilà, qui a travaillé chez tous les grands noms et qui, donc voilà, on avait besoin de son expertise et on l'a recruté à 49 ans, voilà, pour un régime de commissionné. Donc ce dont je vous ai parlé, de 16 à 30 ans pour la plupart des gens qu'on recrute, voilà, avec des petits viviers. Donc le recrutement, c'est un truc assez complexe, mais globalement, vous avez de 16 à 30 ans, vous êtes motivé, vous êtes capable de vous adapter, vous avez envie de vivre une vie qui n'est pas routinière. Je disais ce matin, si vous n'aimez pas la routine, rentrez dans la marine. Voilà. Rejoignez. Le slogan est excellent. Hein. Allez, on fait une petite pause. On revient dans un instant. On reviendra sur ces 80 métiers, parce que c'est 80 métiers différents à découvrir. Si votre futur est dans la marine, ou en tout cas vous le savez peut-être pas encore, mais on va vous expliquer que vous êtes peut-être fait pour eux. Allez, à tout de suite. On fait une petite pause. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Chaque semaine, on vous emmène avec les vraies voies de l'emploi et Nicolas Leroy et forcément Philippe David dans des lieux ou dans des endroits, dans des métiers que vous connaissez forcément moins que les autres. Et c'est la raison pour laquelle la Marine nationale est avec nous ce soir pour vivre cette aventure de tous les possibles. C'est ce que vous écrivez, en tout cas dans ce dépliant, j'ai envie de dire, pour inciter, vous inciter engagez-vous à vous engager. Et ça donne franchement envie, capitaine de vaisseau Makara Houk qui est avec nous, chef du service du recrutement et de la marine, lieutenant de vaisseau Étienne Badjo, qui est chef du bureau marketing de recrutement. J'ai envie de vous demander sur ces 80 métiers aujourd'hui de la marine, parce que 80 métiers c'est assez gigantesque, ça va de quoi à quoi? Alors c'est très large. Souvent on pense au métier de la navigation. Proche du micro. Hein. Oui, souvent on pense au métier de la navigation. Qui sont en passerelle, qui sont dans les centrales opérations. Mais en fait, il faut savoir qu'un navire en mer, c'est tout un écosystème d'énormément de métiers. Donc c'est vraiment un petit village où vous avez besoin, à la fois le restaurateur, il est aussi important que celui qui est en machine, celui qui fournit de l'électricité et de l'énergie pour... on parlait du Charles de Gaulle pour fournir la vapeur sur les catapultes. Donc vous avez... En fait, sur une frégate ou même un sous-marin, en moyenne, sur un bâtiment de la marine, vous avez une trentaine, cinquantaine de métiers qui sont absolument nécessaires, qui sont souvent des métiers très techniques qu'on a besoin. Et là, je vous parle que des métiers en mer. Et qui sont en cohésion et qui forment cet équipage. Quoi. Et d'ailleurs, c'est le mojo de la marine nationale, c'est que c'est vraiment la multiplication de ces compétences qui va faire la force d'équipage. Quoi. Bien plus que le grade ou l'ancienneté. C'est vraiment l'expertise, la compétence qui va primer sur le grade, chacun dans sa fonction. Un bateau prend pas la mer sans météorologue. Ah oui. Sur certains bâtiments, vous avez besoin d'océanographes et d'hydrographes qui font de la cartographie sous-marine, qui vont constituer la richesse et aussi la connaissance des fonds marins quand vous naviguez en mer. Donc c'est vraiment, il y a des métiers qui sont créés encore.
C'est-à-dire que même cette année, l'année dernière, on a créé 2-3 métiers qui sont nécessaires pour accompagner la transformation des technologies qui arrivent aujourd'hui. On parlait des futurs porte-avions, des futurs sous-marins. Donc les métiers aussi s'adaptent aux transformations technologiques et aux besoins. Et Nicolas Leroy, ce qui est intéressant, oui. C'est une vraie, véritable équipe. On sent que c'est un passage de témoin quand même, la Marine nationale. Justement, c'est ce qui est fascinant, c'est de pouvoir faire cohabiter tous ces métiers et comment vous faites justement, vous les formez chacun sur leur ligne de métier ou alors vous recrutez déjà des gens de l'extérieur qui sont déjà expérimentés? Alors ça, c'est vraiment la spécificité, même je dirais, des armées. C'est qu'on recrute des gens qui sont pas forcément des profils avec des diplômes techniques dans les secteurs dont on a besoin, même si c'est nécessaire dans certains domaines, je pense au nucléaire, où il y a quand même un background un peu nécessaire pour assumer ces métiers. Mais la plupart des métiers, dans la Marine nationale, vous avez une vingtaine d'écoles de spécialité où on va former les gens à la mécanique, à la restauration, à la gestion des ressources humaines. En bateau, il faut gérer les hommes à la mer. Donc en fait, chaque marin, même moi en tant qu'officier dans la communication, j'ai été formé à l'école navale pendant quelques semaines. Donc chaque marin va être formé, pas simplement à la militarité, au monde maritime, mais dans un métier sur lequel on va générer la compétence, et ça pendant toute sa carrière. Alors, ça ne s'arrête jamais. Capitaine Laura Bochet, vous êtes adjointe au bureau du recrutement non officier. Tout à fait. C'est bien ça. Alors, quels sont on a parlé, c'est 16 à 30 ans. Quels sont les diplômes? Vous allez peut-être pouvoir nous dire aussi pour les officiers, pour les militaires du rang, pour les officiers mariniers. C'est comme ça qu'on appelle les sous-officiers dans la marine. Quels sont les niveaux d'études pour pouvoir être recrutés? Alors, pour intégrer la Marine nationale, le niveau d'études va être une classe de 3e. Pour accéder à un grade de matelot, qu'on va appeler quartier-maître de la flotte. Et qui correspond à un engagement de 2 ou 4 ans. Et puis pour intégrer l'école des sous-officiers... Ça veut dire que vous pouvez sortir au bout de 2 ans et au bout de 4 ans. Mais avant, c'est pas possible. Voilà. Avant, c'est pas possible. Tout à fait. C'est un engagement de 2 ans ou de 4 ans. C'est important de le dire. Effectivement. Et pour intégrer l'école des sous-officiers, donc l'école de Mestrance, le prérequis va être un niveau bac. Dans tout domaine, dans l'absolu. Donc, comme le disait Étienne, sur certains domaines d'activité, certains baccalauréats et spécialités vont être appréciés, mais dans l'absolu, tous sont des prérequis possibles. Et puis, pour intégrer du coup la Marine nationale sur un grade d'officier, on va pouvoir accéder à partir d'un niveau bac plus 3. D'accord. Ok, très bien. Est-ce que on pose toujours cette question, hein, c'est important parce que dès qu'on touche à des institutions telles que la marine ou l'armée, comme on l'a vu, on réfléchit toujours au casier judiciaire en disant à quel moment et est-ce que tout le monde peut, j'imagine pas, mais le choix en tout cas de faire rentrer dans la marine et est-ce qu'on a besoin de savoir de nous en fait? Alors, la marine va systématiquement demander dans un dossier d'engagement un extrait du casier judiciaire, le B2, et tout postulant un engagement dans la marine va faire l'objet d'une enquête administrative. C'est tout à fait normal parce que c'est des gens qui après vont avoir des responsabilités assez lourdes. Hein. Et ça rejoint un peu le complément à la question que vous avez posée à Laura. Aujourd'hui, on regarde dans une candidature l'ensemble des paramètres. C'est-à-dire que, par exemple, le diplôme, c'est un élément. Alors, il y a des spécialités pour lesquelles c'est indispensable. Il y a des spé pour lesquelles on est beaucoup plus ouvert, mais on est capable on s'intéresse surtout à la personnalité de la personne, à sa capacité à s'adapter, à vivre en communauté, à accepter l'éloignement, à accepter un certain nombre comme ça de paramètres de la vie de marin. C'est vrai qu'il faut être très agile. Ouais, il faut être assez agile et être capable d'être polyvalent et de s'adapter. Et on est capable de remettre dans leur contexte. Par exemple, si quelqu'un a fait des bêtises dans sa jeunesse, on est capable de regarder ça avec un peu de recul pour savoir si c'est quelque chose qui va vraiment le suivre toute sa vie ou si il ou elle peut en tirer les leçons. Voilà. Donc on a aussi un peu cette confiance dans la personnalité, aussi dans l'homme, dans la femme, pour pouvoir évoluer. Donc voilà. Donc on regarde ces éléments. Du casier judiciaire, de l'enquête de sécurité, mais on va regarder à chaque fois et mettre dans son contexte. La parité est bien respectée. Aspirant Camille Delescluze, vous êtes une jeune femme, donc aspirant c'est jeune officier, lieutenant. Donc la place des femmes dans la marine aujourd'hui, c'est les recrutements de femmes, c'est une priorité. Oui, alors on recrute sans déterminisme académique, sans déterminisme de genre, sans déterminisme social.
Voilà. Très dernièrement, par exemple, on a recruté une jeune qui venait d'obtenir son BTS esthéticienne et qui fait aujourd'hui de la guerre électronique sur bâtiment. Il n'y a pas de déterminisme. Déterminisme social aussi, c'est très important, mais on travaille notamment avec une association qui s'appelle Job IRL et qui nous met en contact avec des candidats qui viennent de zones rurales, de zones un peu plus écartées de l'emploi, et également de QPV aussi, quartier prioritaire de la ville. Oui. Voilà, donc ça c'est très important. Évidemment, sans déterminisme académique, voilà, ça va sans dire pour certains types de métiers, évidemment. Et voilà, et puis après, on peut faire beaucoup de choses en interne aussi. Comment on peut expliquer à ceux qui nous écoutent d'oser, en fait? Parce qu'on se dit toujours que, c'est encore une fois, ces grandes institutions, est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pas trop important? En fait, il faut juste laisser un message. Comment on peut vous contacter? C'est assez simple, il suffit d'aller dans un CIRFA, donc dans un centre d'information et de recrutement des forces armées, où un conseiller en recrutement, ou une conseillère d'ailleurs, va pouvoir vous accueillir et vous informer sur l'ensemble de nos métiers, donc nos 80 métiers. D'ailleurs, la plupart des candidats viennent parfois avec un peu des idées reçues, veulent faire absolument un métier en particulier. Voilà, je pense d'ailleurs à un candidat qui est venu pour être fusilier marin. Et donc on lui a expliqué les différents métiers, les différentes opportunités. Et finalement, il s'est tourné vers le métier de comptable logisticien. Ah oui. Voilà. Mais parce que c'est ce qui lui correspondait en fait. Donc c'est ça qui est important. Ça lui va bien. Vous êtes très très ouvert en termes de formation. Vous avez dit en termes de niveau de géographie. Mais je me posais la question. On parle beaucoup des soft skills en termes de recrutement. J'imagine que vous passez 3 mois dans un sous-marin nucléaire. Vous êtes obligé de tester quand même une certaine résistance. On va dire, c'est quand même un milieu qui est particulier. Là, on n'est pas dans un bureau. Donc, comment vous faites justement pour évaluer, pour nos auditeurs, les gens qui sont faits pour ça? Commandant Macarou, vous êtes le seul à être allé en sous-marin, je crois, dans l'équipe qui est là. Oui, enfin, ils sont capables de répondre parce que c'est notre force aussi, c'est qu'on partage notre quotidien et qu'on échange aussi sur nos expériences. Voilà, tous nos recruteurs, même quand ils n'ont pas une grande carrière embarquée, ils échangent avec les autres, voilà. Et la plupart de nos recruteurs sont quand même des gens qui ont une sacrée expérience opérationnelle. Pour répondre à la question, dans notre processus, d'abord tout se joue pas au moment du recrutement. C'est-à-dire qu'au moment du recrutement, dans le processus, il y a un passage avec un psychologue qui va émettre un avis sur la capacité à s'adapter. Bon, il n'y a pas de déterminisme non plus, c'est-à-dire que ce psychologue, il va donner un avis qu'on va prendre en compte et qu'on va agréger aussi avec un avis militaire qui est celui de quelqu'un comme Laura, comme Camille. Ou comme moi, et qu'on va mettre ensemble pour essayer de deviner la capacité à s'adapter. Donc on peut pas prévoir à 100% le futur, mais c'est comme ça qu'on fait. Et la capacité derrière à opérer loin, à supporter un certain nombre de contraintes, tout ça va se construire pendant une carrière. Tout se joue pas au moment du recrutement, tout se joue pas en formation, mais c'est l'ajout de tout ça. Nous, on va les sensibiliser à tout ce qu'il faut, à tout ce à quoi il faut se préparer. C'est-à-dire qu'on va leur présenter, évidemment parce qu'on y croit, parce que c'est notre métier et parce qu'on s'éclate là-dedans, on va leur présenter les bons côtés, mais on va pas leur masquer que ça demande un certain nombre de sacrifices et d'engagements. Allez, on fait une petite pause, on revient dans quelques instants. On verra les métiers en tension, si on peut dire, puisque vous recrutez énormément, et on parlera de ces métiers dans un instant. 0826 300 300, si vous voulez postuler en direct, vous nous appelez, bien entendu. Allez, on fait une pause. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi ce soir, spécial Marine nationale avec énormément de postes à pourvoir. Il y en a forcément un pour vous, quel que soit votre âge, puisqu'on va parler de métier, mais aussi peut-être de reconversion. Avec nos invités, Philippe, ce soir. Oui, nos invités ce soir, le capitaine de vaisseau Makaraouk, chef du service de recrutement de la marine, le lieutenant de vaisseau Étienne Badjo, chef du bureau marketing de recrutement, la lieutenant de vaisseau, j'ai féminisé, Laura Bochet, adjointe au bureau du recrutement non officiel, et l'aspirante, je l'ai féminisé aussi, Camille Delescluze. Non, ça se féminise pas. L'aspirante Camille Delescluze, adjointe au recrutement non officier secteur Île-de-France et Centre Val-de-Loire. Alors je le disais juste avant de cette petite pause, commandant, les métiers aujourd'hui en tension, est-ce que ça existe aussi dans la marine? Parce qu'on en parle un petit peu partout dans tous les métiers. Il n'y a pas une corporation et pas une filière qui vient chez nous en disant là en ce moment c'est en tension. Donc est-ce que c'est aussi en
en tension sur certains métiers chez vous. Par exemple, lesquels ? Bien sûr. Aujourd'hui, la Marine nationale est un opérateur industriel et vous savez qu'on a des bâtiments à propulsion nucléaire, donc ça veut dire qu'on est forcément aujourd'hui à un moment où on fait de la relance du nucléaire en France, on a forcément à trouver des gens qui sont des techniciens dans la propulsion nucléaire, par exemple. Donc tous les métiers de l'énergie, à un moment où la France investit beaucoup dans la propulsion électrique, les technologies électriques. Donc il y a tous ces domaines de l'énergie. Après, il y a aussi tous les domaines de la maintenance aéronautique qui sont critiques pour nous, puisque la marine, c'est aussi toute une force aéronautique navale. Ça, ce sont des métiers à qualification ? Bien sûr. À la base, c'est ça. Oui. Et on a aussi des tensions maintenant sur tous les métiers du numérique, avec le développement de l'intelligence artificielle, de tous les systèmes numériques. Oui, on doit se battre pour attirer des talents, mais il y a aussi des métiers un peu moins technologiques et connus. Par exemple, guetteur sémaphorique. Donc les sémaphores, ce sont ces espèces de phares qui sont sur le littoral, 58 de mémoire, qui protègent le littoral français contre les menaces qui viennent de la mer, les menaces militaires. Voilà. Et donc, on a besoin de guetteurs sémaphoriques et on a besoin également aujourd'hui, même par exemple, de tous les métiers de l'administration qui, d'une façon globale, par exemple, les comptables, les secrétaires, qui aujourd'hui, ce sont des métiers qui sont moins valorisés à l'extérieur parce qu'on a l'impression que c'est des métiers très ancillaires, c'est des métiers peu qualifiés, alors que chez nous, quand on est secrétaire, oui, on va faire un peu de secrétariat, mais on est sur un bateau, donc on va naviguer. S'il faut aller intervenir sur un bâtiment qui transporte de la drogue, comme ça m'est arrivé souvent dans ma carrière, si le secrétaire il fait partie de l'équipe de visite, il fait le coup de force, il va à bord pour intervenir et faire l'intervention narco. Donc voilà, c'est des métiers chez nous, même un métier qui paraît qui vient du civil, classique, qui est classique, ne l'est pas chez vous. Chez nous, il l'est pas. Oui, c'est ça. Capitaine Étienne Badiou, vous vouliez réagir il y a quelques instants, juste avant la pub, et on vous a pas donné la parole. Non, mais je voulais dire sur le fait de comment se préparer à la mission. Ça, c'est très important. Je pense qu'il faut bien avoir l'idée qu'on ne naît pas marin. La plupart des candidats chez nous, ils ont jamais mis les pieds sur un bateau de la marine. Ils ont beaucoup, la plupart, la grande majorité, n'ont jamais navigué, n'ont même pas fait de la plaisance. Et on se projette pas dans la marine en disant forcément je veux être militaire. D'ailleurs, beaucoup de gens viennent vers nous parce qu'ils sont attirés par le côté technologique. Certains, c'est pour le salaire. C'est par l'expertise en fait qui rentre. Par l'expertise, mais d'autres, c'est simplement, nous on le met beaucoup en avant parce qu'il y a beaucoup nous le disent, c'est pour simplement voyager, quitter son village, quitter Paris. On a beaucoup d'exemples autour de nous de gens qui ont pris le large en rentrant dans la marine. C'est quoi? C'est une expérience qui devient une vocation? Voilà, c'est une expérience qui devient une vocation et on rentre pas nécessairement dans la marine nationale pour faire l'armée, par patriotisme, par vocation. En fait, il y a autant de motivation qu'il y a de profils de candidats et c'est ça qui est très intéressant chez nous et que les gens nous identifient pas forcément comme l'armée de la mer. C'est la marine, c'est cette dimension du large, de la mer, de l'aventure. Et après, chacun va y trouver, je pense notamment au salaire. Il y a des gens qui viennent chez nous par l'attractivité aussi salariale. Justement. Faites bien d'en parler. On parlait des métiers pénuriques. Vous êtes sur la maintenance, le nucléaire, sur les métiers aujourd'hui sur lesquels il y a certainement le plus de tension. On a les fonctions support également. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez à un candidat qui serait justement dans le nucléaire civil? Qu'est-ce qu'il ferait, hormis la vocation, on a dit que ça se crée, quel est l'intérêt qu'il aurait à quitter le civil pour venir justement à la marine, surtout dans des expertises, je vous dis, comme le nucléaire, très recherché en ce moment? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le style de vie. C'est-à-dire que dans la marine, vous allez acquérir de la compétence, vous allez acquérir aussi une capacité à gérer des situations qui ne sont pas ordinaires. Quand vous êtes dans la maintenance nucléaire et que vous êtes par 300 mètres de fond et que vous pouvez pas appeler la hotline pour savoir ce qui se passe, forcément, vous développez une capacité à gérer la crise, à faire face à des situations exceptionnelles qui sont assez rares. Donc là, déjà, ça vous apporte quelque chose. Vous avez un style de vie qui n'est pas routinier. Et puis, comme le disait Étienne, on peut venir pour des tas de raisons. Toutes les raisons sont bonnes et nous, on s'adresse à tout le monde. En revanche, on ne reste pas sans développer un sens des valeurs, l'amour de la patrie, du service de la patrie. On fait pas ça toute une vie pour l'argent ou pour juste la gloire. Voilà.
Alors je deviens terre à terre, mais il y a aussi des éléments, j'imagine, d'attractivité beaucoup plus pragmatiques. Vous avez dit que c'est pas l'argent, mais peut-être qu'il y a d'autres choses que vous proposez aussi en termes de carrière, d'évolution, de retraite. Je sais pas, est-ce qu'il doit y avoir déjà des sur choses un CV d'avoir fait ces métiers chez vous, ça a un impact forcément pour la. Aujourd'hui, les marins n'ont aucun problème pour entamer une seconde carrière. Ils sont très courtisés sur le marché de l'emploi pour les qualités que j'ai décrites. D'abord des qualités très techniques et puis des qualités humaine, une capacité à garder son sang-froid pour faire face à des situations exceptionnelles. Mais on a tout un dispositif effectivement pour attirer des talents, pour essayer de compenser un peu le déficit de compétitivité sur l'aspect financier, puisque on va avoir des systèmes de bourse par exemple. Si vous faites des études dans le numérique, les cyber, on va vous proposer une bourse qui peut être de plusieurs milliers, alors qui est variable en fonction des années et en fonction des spécialités. Mais enfin, c'est plusieurs milliers d'euros qui vont vous aider à finir vos études, à financer vos études. Et puis, on a des dispositifs aussi de primes à l'engagement dans les spécialités pénuriques. Capitaine Laura Bochet, comment est-ce que ça se passe qu'on parle des évolutions, de passer de militaire du rang à sous-officier, de sous-officier à officier? Comment se passent les passerelles? Parce qu'on peut évoluer dans la marine, même en commençant 2e classe. Tout à fait. Ou matelot. Ouais. Allez-y. Camille, peut-être? Oui, qui tout à veut? fait. Oui, absolument. Camille. Oui, alors oui, chez nous, on peut arriver matelot et terminer amiral. On a plusieurs cas comme ça, une fois par an, je crois. Et donc voilà, donc effectivement, l'évolution, elle est complètement possible. L'évolution aussi en termes de métier, c'est-à-dire qu'on peut rentrer en tant qu'électricien et après terminer ingénieur atomicien, par exemple. Donc c'est quand même assez exceptionnel et ils sont formés chez nous. Ce qui veut dire que nous, on les rémunère pendant leur formation. Donc tout le long de leur carrière, tout le long de leur formation continue, ils sont rémunérés, donc encore un avantage de toute façon. Et évidemment, avec cette vie d'aventure, cet esprit d'équipage qui est unique au sein de la marine. Allez, on va en parler dans quelques instants, justement sur les écoles, parce que ça passe aussi par les écoles, et puis la formation continue. Et est-ce que c'est ouvert à la reconversion? Je crois que on a déjà la réponse, mais c'est bien de l'entendre de votre voix. Allez, on fait une petite pause. On est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voies de l'emploi avec la Marine nationale, un sujet passionnant avec des personnalités passionnantes, bien entendu, qui viennent partager leur expérience et leur expertise et qui vous permettront certainement de vous donner le goût de la mer, de l'équipe, parce que c'est aussi ça, la Marine nationale, avec nos invités. Et Camille, vous êtes lieutenant, on vous appelle lieutenant. Petite question. Vous pouvez m'appeler Camille. Je peux vous appeler. Arrêtez. Ah non, lieutenant, j'aime bien, c'est chic. Lieutenant, vous êtes adjointe au recrutement non-officier, secteur Île-de-France et centre Val-de-Loire, avec des écoles. Aujourd'hui, on a la possibilité d'intégrer ces écoles. D'abord, à partir de quel âge? Est-ce que c'est 16 ans? À partir de 16 ans, oui, l'école des Mousses, à partir de 16 ans. On a aussi l'école de Mestrance, l'école navale. On a plusieurs écoles et on a aussi des écoles de spécialité. On le disait tout à l'heure, mais on a une école aussi qui s'appelle l'EMEA, qui est l'école atomique, parce qu'on est le 2e exploitant nucléaire en Europe, c'est très important de le rappeler. Et donc on forme des atomiciens, voilà, par exemple. Donc voilà, donc ça, nous, on offre cette opportunité-là, évidemment, en formation toujours rémunérée, donc voilà. Alors, il y a un sujet aussi important sur la mixité, et c'est important qu'on en parle aussi avec vous, capitaine. Sur la mixité, c'est parfois difficile. On parle de bâtiments parfois, puisque forcément on parle de sous-marins. La vie mixte dans un sous-marin, ça se gère en fait. Tout à fait. Donc les bâtiments sont organisés pour pouvoir accueillir effectivement des femmes. La présence des femmes au sein des équipages est de plus en plus présente. C'est un enjeu aujourd'hui de rendre visible. 30% des officiers sont des femmes maintenant dans les nouvelles promotions. Non, en 2023, 30% des officiers recrutés sont des femmes et 20% des non-officiers sont également des femmes. Donc le recrutement aujourd'hui en termes de mixité a des très bonnes performances. Voilà, et on est organisé. J'allais dire que c'est presque un non-sujet, sauf que, et Laura en parlera mieux que moi, aujourd'hui le défi c'est que les jeunes femmes ne s'inhibent pas
et viennent chez nous. Laura Bauchet, vous êtes, on peut le dire, vous étiez psychologue du travail, vous êtes capitaine dans la Marine nationale. Alors psychologue, inhibition, c'est très intéressant, développé. Mais votre parcours c'est intéressant puisque là on parle de femmes. Votre parcours c'est quoi aujourd'hui avec la Marine? Alors j'ai intégré la Marine nationale après la validation de mon 2e master en ressources humaines et 4 ans d'expérience dans le privé. Mais qu'est-ce qui vous a plu? Vous êtes rentré comment? C'est quoi? J'ai aimé un environnement extraordinaire qui m'a semblé sortir du commun. Et j'ai très vite accroché avec l'ambiance et le fameux esprit d'équipage dont on parlait tout à l'heure. Le fait d'être entouré par les marins, c'est quelque chose qui me plaît. Et cette vie extraordinaire, c'est ça? Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité renouveler mes contrats de façon successive pour arriver bientôt à 10 ans au sein de la Marine. Ah oui, 10 ans. Oui. Et Étienne Badjo, c'est ça, pour les gens qui nous écoutent, qui se disent, tiens, je sais pas quoi faire comme travail, je vais postuler dans la Marine parce que ce que vous proposez, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que ça sort de l'ordinaire. C'est ça le recrutement, le slogan numéro 1 pour devenir marin? Je sais pas s'il y a un slogan numéro 1. Moi, quand je suis rentré dans la Marine, ma première affectation, c'était sur un porte-hélicoptère, un bâtiment de 20 000 tonnes à la mer. Je me souviens de souvenirs exceptionnels en mer, en plein milieu de la Méditerranée, avec une voie lactée que vous ne verrez jamais de votre vie à terre, parce que vous avez l'absence totale de lumière artificielle quand vous êtes en haute mer. Ah, vous savez nous parler, vous. Avec non, mais c'est vrai que c'est extraordinaire quand vous naviguez de nuit. On s'imagine qu'il n'y a rien en mer, mais c'est extraordinaire. Vous avez des nuages de plancton luminescents qui traînent derrière le sillage d'un bateau. Quand vous avez vécu ça, moi qui ai fait des études de communication en relations politiques, en sciences politiques, qui me destinait plutôt à être dans des cabinets ou des agences de communication en tant que communicant, mais je pense que c'est vrai pour n'importe quelle spécialité. Quand vous avez vécu ces expériences à la mer, même si elles sont brèves et courtes, je n'aurai pas forcément l'occasion de partir en Atlantique Nord, voir des aurores boréales. On les met en avant dans notre campagne, c'est sûr que ça vous marque définitivement. Est-ce que c'est propice à la reconversion? Alors la reconversion, le recrutement est souvent propice à la reconversion. Moi, Laura vous en a parlé, on a commencé par souvent des vies dans le civil. C'est après avoir travaillé dans des cabinets, travaillé dans des agences, à Paris, dans les bureaux, qu'on se dit qu'on a un petit peu envie de faire autre chose. Mais c'est propice parce que à l'intérieur de la marine, l'avantage, beaucoup de marins, une fois qu'ils sont rentrés, quand ils ont passé l'épreuve du choc de l'embarquement, d'aller sous la mer, de s'habituer à cet environnement qui est très particulier, la promiscuité, il y a quand même des conditions, ça demande un effort, une exigence, on part pas 3 mois en mer. Promiscuité, s'ils sont beaux, il n'y a pas de problème. la moyenne du premier emploi, c'est incroyable. La moyenne du durée du contrat pour un marin, c'est 13 ans aujourd'hui à la marine. Les jeunes, quand ils rentrent dans la marine, une fois qu'ils sont faits au contrat et à l'engagement, ils restent en moyenne 13 ans chez nous. Ah oui, c'est pas mal. Je peux vous dire que la plupart du temps, c'est-à-dire dans 99,9% des cas, quand ils retournent dans la vie civile après 30 ans, la plupart du temps, 30, 35 ans, 40 ans. Ils trouvent ça triste. Triste, mais ils n'ont aucun problème en fait, à retrouver un emploi. Parce qu'on parle souvent de la reconversion dans le sens de la marine vers la vie civile, mais c'est important de souligner qu'on est également très ouvert et très attractif pour des gens qui ont déjà une carrière. Et on peut exploiter toute la plage d'âge, quand on va jusqu'à 30 ans. Il y a des gens qui ont une véritable expérience dans le privé ou en tout cas dans le civil et qui peuvent nous rejoindre parce que nous on leur apporte du sens. Le slogan c'est pas actuellement c'est embarquer pour une vie d'aventure parce que rentrer dans la marine c'est une aventure professionnelle tout d'abord, c'est une aventure personnelle parce qu'on trouve rarement autour de soi une telle ambiance. C'est jamais la même chose le même jour en fait. Non, et puis c'est une aventure aussi au sens géographique parce que des métiers dans lesquels on peut partir à la découverte du monde sans être un naïf touriste, il n'y en a pas tant que ça. Voilà. Et donc c'est ça notre offre. Nicolas Leroy. Alors, vous parlez beaucoup de vie extraordinaire. Est-ce qu'on est obligé, en contrepartie, de renoncer à une certaine vie ordinaire, la vie de famille, les enfants, parce que voilà, les candidats sont de plus en plus sensibles au work-life balance. Là, peut-être que là-dessus, il y a quand même des choses à dire si on passe des mois en mer ou en sous-marin. Est-ce qu'on arrive justement à malgré tout cumuler les deux ? Alors, je crois que c'est moi qui ai le plus navigué ici, donc je peux répondre. Alors d'abord, il faut regarder ça dans le temps, parce qu'une carrière, c'est pas toujours tout embarqué. Il y a plusieurs phases dans une carrière, et puis il y a des phases qui sont plus propices à cette conciliation entre une vie personnelle, une vie professionnelle. Et puis, ça dépend des métiers. Alors, on a beaucoup mis en avant le côté extraordinaire, mais il y a aussi des spécialités. On a parlé tout à l'heure des guetteurs sémaphoriques. Alors, c'est un autre style de vie, mais on a aussi des gens qui
qui sont dans le soutien. On a besoin de gens qui sont à terre et qui vont avoir une vie relativement plus sédentaire. Mais tout le monde peut. J'ai discuté l'autre jour avec le chef des ateliers navals à Toulon. Donc ils font c'est l'opérateur industriel, ce qu'on appelle le service logistique de la marine. Il y a dedans des jeunes marins qui ont des mains en or. Hein. On a des soudeurs, on a des menuisiers, on a des gens qui font tout ce qui est composite, qui interviennent sur la réfrigération et tous ces systèmes industriels. Eh ben, ceux qui veulent avoir une vie sédentaire, ils ont une vie sédentaire parce que leur but c'est de réparer dans les ateliers. Mais même quand on est dans ce service, on peut être amené, ceux qui le veulent, ils peuvent être déployés en accompagnement du groupe aéronaval. Ils ont un shelter amovible qui va leur permettre de faire les travaux et d'entretenir l'ensemble des bâtiments de la flotte. Voilà. Donc si le porte-avions il a besoin de réparer une pompe, on démonte la pompe, on l'envoie à ces ce technicien ou ces deux techniciens qui vont réparer à l'intérieur de leur atelier mobile sur un des pétroliers ravitailleurs. Voilà. Donc on peut avoir, même au sein d'une même spécialité, une vie sédentaire ou une vie moins sédentaire. Ça dépend des moments de la vie. C'est un peu des choix personnels. Donc, vous êtes capable de les accompagner. Alors, ces moments de la vie, justement, quand on peut dire, là, je suis en mer, là, j'aimerais bien avoir un petit moment, quelques années. Déjà, il y a un dialogue de gestion parce que nos gestionnaires des ressources humaines, ils vont avoir ce dialogue. Aujourd'hui, tous les marins sont gérés individuellement. Les gestionnaires vont avoir cet échange avec eux. Et évidemment, c'est pas que dans un sens. C'est-à-dire qu'il faut aussi accepter qu'on est là pour servir. Donc, c'est un compromis. Voilà, donc c'est pas que à la carte. C'est un équilibre en fait entre. C'est un équilibre. Voilà, il faut aussi donner pour recevoir. Mais il y a cette gestion particularisée. Et puis on peut construire une carrière. Quand on est jeune, on a envie de bouger, on a envie de découvrir des choses. Voilà. Quand on est plus ancien, peut-être que on a moins cette appétence. Mais et puis on peut rencontrer sa femme sur un bateau. Ça c'est pas. Voilà, c'est une preuve de jeu pour moi ça. Voilà. Oui, moi par exemple, moi j'ai rencontré ma femme sur le porte-avions Charles de Gaulle. Voilà, j'en suis très heureux. Voilà. Ma femme est aussi dans la marine. On sert tous les deux. On est capable de concilier. C'est pareil. Le mari de Laura, il est marin. Donc, il faut concilier. Vous arrange, dans ces cas-là, ils mettent pas le mari à Brest et la femme à Toulon, par exemple. Tout à fait. Voilà, tout à fait. On peut faire dans la marine. Ça se fait. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne sépare pas systématiquement. Si on veut demander à être séparés, on va être séparés. Mais ce n'est pas mon cas. Voilà, c'est un autre sujet. Le sens de la question, c'est est-ce qu'on peut être ensemble. Voilà, c'est ça. Merci en tout cas mille fois, capitaine de vaisseau Makara Houk, chef du service du recrutement de la marine. Merci au lieutenant de vaisseau Étienne Badjo, chef du bureau marketing de recrutement. Merci beaucoup au lieutenant de vaisseau Laura Baucher, et qui est adjointe au bureau du recrutement non officier. Merci beaucoup aspirant Camille. On l'a bien dit dès l'excluse, qui est adjointe au recrutement non officier du secteur Île-de-France du centre Val-de-Loire. Et merci beaucoup Nicolas Leroy d'avoir été avec nous. Merci à vous tous. Vous pouvez bien entendu aller sur le site internet de la Marine nationale. Lamarinerecrute.fr. Voilà, exactement. Et vous trouverez forcément quelque chose qui vous correspond. On n'arrête pas de vous le dire. C'est en tout cas une institution très sympathique. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à découvrir. N'hésitez pas. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. On se retrouve demain. On se retrouve demain 17h. Pour le moment, on va larguer les amarres. À 20h l'essentiel de Sud Radio. À 20h, le flash avec Manon Bacour. Mais tout de suite, il fallait la faire. Sud Radio à votre service. Merci beaucoup. À demain et merci à notre réalisateur Maxime qu'on embrasse.